Bon, les gars, bienvenue dans Mémoire du Hussard, épisode 3. Aujourd'hui, un épisode un poil plus vaste que d'habitude, puisque je m'en vais vous parler non pas seulement de mon rapport à un texte ou à un auteur, mais, de façon plus large, de mon rapport à tout un courant, en l'occurrence celui de la science-fiction. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les semaines quasiment, je reçois au moins un message sur Instagram ou Twitter, de gars ou de filles d'ailleurs, qui me disent qu'ils aiment ma chaîne, mais qu'ils ont un peu peur de la littérature parce que jusqu'ici, ils ne lisaient que de la fantasy ou de la SF. Et quand on me dit ça, moi ça me laisse plus perplexe que les articles foireux de Libérafiac qui défendent le concours immérité d'Annie Ernaux. Parce que la SF, comme la fantasy d'ailleurs, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, que ce soit avec Lovecraft, Orwell ou même carrément avec Huxley. Parce que le meilleur des mondes, qu'est-ce que c'est si ce n'est de la science-fiction? Vous avez un bouquin où les personnages tapent des Paris-New York en 20 minutes, où les hommes ont un accès à la sexualité à égalité avec les femmes, et où 95% de la population n'est pas dépressive à cause du taux d'imposition raquettatoire de l'État français. Si c'est pas de la SF, ça les gars, je sais pas ce qu'il vous faut. Du coup, je me suis rendu compte que dans l'esprit de pas mal de gens, la science-fiction était apparue comme un genre de sous-littérature un peu inavouable, comme si vous aviez d'un côté les bons livres des grands auteurs, et de l'autre les purges vides démoulées des auteurs populaires, qu'on peut lire pour s'amuser, mais qui sont au fond, comme les vidéos du Hussard pour les gens de gauche, un petit plaisir coupable. Alors, d'où vient cette croyance? Qu'est-ce qui la justifie? Comment la dépasser? Et surtout, ce qui vous intéresse le plus, quel est mon rapport à la SF et qu'est-ce que je vous en recommande? Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pensez seulement à vous abonner, à activer la cloche et à lâcher un pouce en l'air pour soutenir l'une des rares chaînes YouTube qui ne fait pas de commentaires d'actualité et de drama internet. Et puis passez sur les réseaux sociaux juste avant votre embarquement pour les étoiles. Le Hussard de la galaxie et son rapport aux petits hommes verts, c'est le sujet du jour. On est parti. Avant toute chose, aujourd'hui, je pense qu'un petit rappel historique ne sera pas superflu. Parce que mine de rien, dans la tête de beaucoup de gens, le terme de SF n'est pas bien clair. Et on l'assimile facilement à d'autres sous-genres de littérature comme la fantasy ou la littérature américaine. Et on oublie, à l'inverse, que certains textes littéraires et perçus comme tels sont bel et bien dans les rangs de la SF. Donc la première question à se poser, c'est la SF, c'est quoi? Eh bien, c'est un genre littéraire qui met en scène des mondes imaginaires et futuristes, dans lesquels certaines technologies ou certains développements civilisationnels diffèrent grandement de ceux qu'on trouve dans notre monde au moment de l'écriture. Et ça, déjà, ça veut dire que la SF est consubstantielle à l'apparition de civilisations dans lesquelles le progrès technique est rapide et important. Parce que dans un monde engoncé dans ses rites et où chacun répète inlassablement les mêmes gestes que tous ses ancêtres avant lui, la SF n'aurait eu juste aucune chance d'apparaître. Donc pour prendre le cas de l'Occident, vous avez des récits oniriques ou hallucinés durant toute l'Antiquité tardive ou le Moyen-Âge, mais vous ne trouverez pas, à cette époque, de textes qui vantent les développements technologiques et qui imaginent l'essor de peuples entiers autour de ces sujets. D'ailleurs, même en avançant un peu le chrono, à l'exception de textes précurseurs comme Les États et Empire de la Lune et du Soleil de Cyrano de Bergerac, le vrai Cyrano de Bergerac, pas le personnage ultra stylé construit par Rostand dans sa pièce du même nom, ou L'an 2440 de Louis-Sébastien Mercier, on ne peut pas dire que les références historiques se bousculent au portillon jusqu'au milieu du 19e siècle. Et à la base, ça fait donc de la SF un truc symptomatique de la modernité, un peu comme les incels en chaleur qui font des dons Paypal et des streameuses décadentes, sauf que la SF, c'est mieux. Donc, science-fiction, il faut attendre la première moitié du 20e siècle pour voir émerger ce terme sous la plume de journalistes et de feuilletonistes, majoritairement anglais ou américains, et ce n'est qu'à partir des années 1930 à 1960, par étapes, que le genre va vraiment s'imposer massivement dans la culture populaire. La science-fiction, un peu comme la fantasy, c'est vraiment l'archétype du genre qui fait en permanence les frais des conditions dans lesquelles il est apparu. Je m'explique. Quand la SF a commencé, c'était majoritairement soit une espèce de blague, un truc un peu bouffonnesque à la Cyrano de Bergerac, genre oh là là, on va prendre une grande fusée pour aller sur la Lune, imagine. Soit, et cette seconde catégorie n'exclut pas la première, un ensemble de textes qui paraissaient dans des petites revues pas chères à l'intention des gosses, des ados et des adolescents. Et pour ces raisons, on avait pas mal de ces textes qui passaient pour pas sérieux, ou en tout cas pour des carabistouilles vite grattées, vite oubliées par des auteurs pressés de toucher les 15$ que le rédacteur en chef leur avait promis. Et pour vous dire jusqu'où ça va, même un pélo comme Lovecraft, qui passe aujourd'hui pour un maître de la SF, au point d'être sacralisé et presque idolâtré par toute la pop culture, sachez une chose, de son vivant, il n'a jamais publié le moindre livre. Tous ces textes sortaient dans des magazines pulp de l'époque, comme Weird Tales, et il n'était pas question de sortir ce genre de récits mi-scientifiques, mi-horrifiques dans de beaux volumes reliés et vendus chez des libraires présentables. Et ça, le fait que les auteurs de SF étaient parfois, même si ça reste à nuancer, privés des modalités de publication réservées aux auteurs de littérature traditionnelle, ça a à la fois entretenu l'idée que la SF c'était un genre de gros rigolard gratté vite fait pour divertir des cohortes de jeunes incultes, et, d'autre part, l'impression commune et tacite que les auteurs de SF qui publiaient par la voie traditionnelle n'étaient pas de vrais auteurs de SF. En somme, Huxley et son Meilleur des mondes, par exemple, ça avait beau être de la science-fiction d'un point de vue technique, sur le fond, c'est bien plus sérieux que Lovecraft et tous ces autres auteurs un peu oubliés aujourd'hui. Et ça, cette vision un peu compartimentée et sclérosée, pour une fois, il faut le dire, c'est surtout un tort européen. Bah ouais, aux États-Unis, là où la technologie se développait le plus rapidement et où les grands esprits ne cherchaient pas autant à hiérarchiser les genres et sous-genres littéraires, la science-fiction a trouvé un terreau très fertile pour se développer. Et quand tu ajoutes à ça toute la prédominance économique des USA après 1945 et le déferlement de leur culture sur l'Europe via le plan Marshall, tu comprends rapidement que la SF, toute décriée ou déconsidérée qu'elle puisse être, c'est bien le courant littéraire prédominant du XXe siècle. Et il suffit de zioter les auteurs de cette époque pour se rendre compte. Si on prend la génération qui émerge
émergent après la mort de Lovecraft, qui casse sa pipe en 1937, pour rappel. Ce sont presque tous des Amerlocs ou des gonzes qui ont longtemps vécu aux États-Unis. Asimov, Bradbury, K. Dick, Herbert ou bien Robert Heinlein, ce sont tous des Amerlocs. Et quand tu ajoutes à cette petite liste pas exhaustive les deux roast-beef que sont Orwell et Huxley, et qui écrivent aussi dans cette mélasse de diphtongues concassés qu'est la langue anglaise, tu te retrouves avec un paysage littéraire pour la première fois depuis longtemps, presque exclusivement dépourvu de français. Et ça d'ailleurs, en termes de non-reconnaissance de la SF au sein des courants littéraires, faut bien avouer que ça a dû jouer un peu, parce que les gonzes comme Mauriac ou Gary, je sais pas s'ils prenaient bien au sérieux les vaisseaux spatiaux et les questionnements interdimensionnels échevelés de leurs contemporains d'outre-Atlantique. Bon, alors à ce stade de la vidéo, je pense que vous avez bien compris ce qui fait de la SF un genre à part dans la littérature. C'est un ensemble de textes récents, écrits majoritairement hors de l'Europe, et publiés dans une série de petits fanzines aux couleurs criardes durant les années 30, avant de trouver tardivement une forme embryonnaire de respectabilité avec la publication de grands classiques du genre à compter des années 50 et 60, comme Ubik, Dune ou Fahrenheit 451. Et comme tout ce petit foutoir a commencé à germer aux States, c'est-à-dire dans un pays qui a tellement été créé avant-hier que pour eux 1945 c'est comme la Grèce antique pour nous, la SF a été imprégnée des critères esthétiques de la littérature américaine. Et ça, pour le dire clairement et frontalement, ça fait que ce genre ne se caractérise pas du tout par un style travaillé et une langue ciselée comme pour la littérature française, notamment au 19e siècle. En réalité, l'écriture de beaucoup de romans de SF est assez plate, assez blanche, assez pauvre pour tout dire, si on ramène cela aux standards des romantiques ou des naturalistes par exemple. Alors oui, certes, vous avez Lovecraft qui vous agonie de mots compliqués ou de tournures dignes d'un énorme lord de 1703, mais K. Dick par exemple, ou Bradbury, leurs intrigues ont beau être captivantes, d'un point de vue stylistique, faut bien reconnaître qu'on est sur le même niveau de pauvreté que le PIB de l'Érythrée. Et d'ailleurs, ça va même plus loin que ça encore. Chez Asimov par exemple, il y a un choix délibéré, c'est presque une volonté d'écrire dans une langue pauvre. Oui, le gonze, son kiff, c'est de gratter ses 12 trillions de textes dans un style très simpliste, à tel point que les descriptions sont souvent anecdotiques chez lui et que les dialogues sont, il faut quand même bien le reconnaître, super mal fichus et super longués. Franchement, en termes de laideur, on est sur un croisement entre la musculature du Z, le menton des Bogdanov et le sens de l'humour de Laurent Ruquier. C'est vous dire combien c'est peu brillant. En fait, quand on lit de la SF, on y vient moins pour les relations entre personnages, qui sont souvent convenues et à la limite du gnangnan, et pour le style, qui est à peu près aussi absent que dans un survêt de Balenciaga immonde à 950 boules, que pour les réflexions sur le devenir des civilisations et le rôle des technologies dans les bouleversements historiques. Et là, sur ces questions presque philosophiques, pour le coup, l'ASF donne sa pleine mesure. Élaborée dans une période de développement technologique sans précédent, qui a fait passer l'humanité en moins d'un siècle de la charrue à l'ordinateur et de la croyance en Dieu en la croyance en la science, l'ASF avait tout pour marcher là-dedans. Et en ça, c'est absolument fascinant, parce que ce genre est le témoin des avancées majeures et le reflet des craintes humaines quant aux conséquences de ces avancées. Et ça, c'est déjà ce qu'on voyait dans Le Meilleur des Mondes, où les conditions de vie de l'humain civilisé, entre guillemets, étaient quand même plutôt enviables, tandis que sur le plan intellectuel, psychologique ou métaphysique, en revanche, un grand vide s'était créé, un grand vide que tous les protagonistes de l'histoire tentent, d'ailleurs, de combler en vain à coups de cachetons antidépresseurs. Et idem chez Ubik, de K. Dick, un excellent roman dont je ferai peut-être un épisode un jour d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si l'idée vous plaît. Et dans ce texte, on suit les errances d'un personnage qui ne sait même plus, à un moment donné, comment fonctionne le temps, s'il peut faire confiance à sa propre logique, et s'il est vivant ou mort et cryogénisé. Alors certes, toute l'intrigue est censée se passer dans les années 1990, et quand on voit que la modernité des années 90, c'était le Minitel et pas la base lunaire et les nanotechnologies, ça peut nous faire un peu rire. Mais il n'empêche, en interrogeant les limites de la confiance que l'homme peut placer dans la technologie et en repoussant l'imaginaire que l'on peut placer dans le progrès technique, la SF ouvre un champ de réflexion insoupçonné dans la littérature. Et ça, c'est quand même formidable. Bon, alors tout ceci étant posé, quel est mon rapport personnel à la science-fiction? Eh bien, c'est très simple, je trouve que c'est un maillon très important de toute formation littéraire. En gros, la SF, c'est un peu la littérature que tu découvres quand t'es ado, que les classiques te gonflent un peu parce que ton vécu se limite à la salle de physique-chimie et aux 2 heures de perm avant ton cours de maths du jeudi, et qu'en conséquence, tu n'as pas le niveau pour comprendre les lourdes références d'un Balzac ou d'un Hugo, et que du coup, tu cherches à t'intéresser à d'autres types de bouquins. Et ça, généralement, ça te pousse soit vers la SF, soit vers l'heroic fantasy, ce qui n'est d'ailleurs pas un hasard, puisque la SF sert à imaginer le futur, tandis que la fantasy sert à idéaliser le passé. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que les deux genres ont émergé à la même époque et sont si intimement liés qu'au début du XXe siècle, on avait tendance à les assimiler, voire à les confondre. Bref, pour ma part, la SF, je suis tombé dedans avec 1984, puis Fahrenheit 451 et enfin Ubik. Alors bien sûr, par la suite, je me suis intéressé à plein d'autres textes classiques du genre, comme Dune ou le cycle de fondation d'Asimov. Mais je trouve vraiment que la base de ce qui est intéressant en SF se trouve dans ces 3 textes. Ça veut pas dire que vous devez commencer par là, mais pour s'y mettre, c'est un bon enchaînement, je trouve. 1984, j'en avais déjà parlé dans l'épisode sur Orwell, mais c'est clairement un excellent premier pied à mettre dans la SF, parce que la langue et l'intrigue, ils sont quand même encore très romanesque. Ce côté roman classique, c'est quelque chose que vous ne retrouverez pas autant dans Fahrenheit 451 par exemple, qui dépeint un monde où les pompiers brûlent les livres au lieu d'éteindre les incendies et où la lecture est devenue une activité clandestine. Alors bon, dans ce bouquin on garde le côté dystopique de 1984, mais on fragmente beaucoup plus l'intrigue et on la met au service d'un propos, celui qui consiste à décrire une civilisation où la lecture est devenue un crime. Et puis une fois ces 2 textes lus, Ubik c'est le grand bain de la SF. La langue y est assez pauvre, le style raccourci à sa plus simple expression, mais alors pour le reste c'est absolument excellent. Questionnement métaphysique, société à moitié déliquescente, forte
dimension satirique et technologie devenue folle, dans ce bouquin on trouve à peu près tout ce qui fait de la SF un genre intéressant et très pertinent pour interroger notre époque. Donc encore une fois, j'en ferai peut-être un épisode un jour sur la chaîne, mais en attendant je vous mets ce bouquin, et les deux autres aussi d'ailleurs, en description. Vous pouvez foncer y faire un tour, ça devrait vous intéresser. Bon, et puis là, avant que 12 827 personnes se radinent en commentaire pour me reprocher de ne pas en parler, je suis obligé de vous dire un mot du maître français de la SF, René Barjavel. Bon, alors lui, même s'il y a de la concurrence avec des gars comme Alain Damasio et sa horde du contrevent en face, c'est clairement le plus grand auteur de SF français. Si vous voulez le découvrir, je vous recommande tout particulièrement deux textes de sa pomme, Ravage et La Nuit des Temps. Le premier, c'est une bonne red pill sur la technologie, l'effondrement inéluctable de notre civilisation et même le show business bien toxique rempli de zoulettes vénales et manipulées. Et en plus, cocorico, tout se passe à Paris et en France, donc l'histoire c'est pas Mike et Brandon qui fondent une communauté autogérée dans le Delaware, mais bien Lourd François et Lourd Paul qui conquièrent la région lyonnaise pour fonder une civilisation agricole digne du lourd système féodal de la lourde France éternelle. Donc déjà ça, c'est méga lourd. Bon, et puis si le cœur vous en dit, vous pouvez poursuivre votre route avec La Nuit des Temps. Ce bouquin, il imagine comment des scientifiques découvrent sous la banquise deux survivants cryogénisés d'une civilisation vieille de 900 000 ans qui, après avoir connu un développement technologique impressionnant, s'est faite Klaus-Schwabed à grande échelle jusqu'à disparaître dans les tréfonds insondables de l'oubli. Un peu comme ce sera le cas pour notre propre civilisation sous le troisième mandat du grand vicaire jupitérien Micron Ier. Bref, ces deux textes sont excellents et je vous les recommande chaudement, surtout qu'ils sont portés par un style pas mauvais et beaucoup plus riche que la moyenne de la SF. Allez, foncez! Bon, alors pour finir, qu'est-ce que je pense de la SF? Eh bien, pour tout dire, beaucoup de bien. La grosse faiblesse de ce genre, c'est quand même sa tendance à ne pas être porté par un style aussi travaillé et envoûtant que les grands romans dits classiques, entre guillemets. Ça, ok, c'est pas le top, et même s'il y a de notables exceptions à ce travers, c'est quand même un reproche assez constant et assez justifié qui ressort contre cette littérature et qui fait qu'elle est vue par les puristes et les pédants comme un sous-produit littéraire, un truc à ne pas trop mettre en avant. Pourtant, si on considère moins la littérature sous son jour esthétique, c'est-à-dire dans un sens très restreint qui cherche le bel enchaînement des mots et les belles tournures stylistiques avant tout, et si on s'intéresse à ce que les livres peuvent dire de notre époque, de ses espoirs et de ses craintes, là, tout de suite, la SF devient un terrain de réflexion et même de jeu absolument fascinant. Et d'un coup, quand on aborde un texte de Barjavel, d'Asimov ou de Kadik avec ces éléments en tête, on a toutes les chances de se prendre à rêver et à recomposer le futur selon de nouvelles interrogations. Et en ceci, effectivement, c'est absolument génial. Alors, ne lisez pas que ça, mais franchement, vous pouvez bien en prendre un petit peu. Voilà, si vous êtes l'un des gars qui m'a écrit pour me demander si lire de la science-fiction n'était pas trop honteux, je vous réponds clairement non, c'est même un truc à faire et à refaire tout au long de sa carrière de lecteur. Et pareil pour la fantasy d'ailleurs, parce que même si Tolkien a prétendu toute sa vie qu'on ne pouvait pas analyser son œuvre au regard de sa biographie ou de la politique de son temps, force est de constater, et j'en avais parlé dans l'épisode à son propos, qu'on peut quand même facilement faire des liens en ce sens. Alors, si vous voulez découvrir la SF ou juste étoffer votre collection, je vous invite à passer en description de la vidéo pour quelques conseils. Sinon, il vous reste toujours le pouce en l'air, l'abonnement et la cloche pour propulser le hussard dans l'hyperespace. Et si jamais vous avez envie de râler parce que j'ai fait toute une vidéo sur la SF sans citer une seule fois Jules Verne, vous n'avez qu'à passer sur le Tipeee pour faire un don, soutenir la chaîne et appuyer votre espoir de voir un jour tout un épisode consacré uniquement au pédo. Et ouais, tout était calculé. Alors, tu vas faire quoi? Un don? Eh bah vas-y mon gars, je t'attends hein. Dans tous les cas, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là portez-vous bien. Allez rompez les gars.